No Watchers, no watcheuses. Nous sommes ici à Le Web. Je suis accompagné de la fine fleur du podcast et du blog francophone. Donc j'ai ici Patrick Béja et ici bien. Corben. Corben, c'est une des premières fois que les No Watchers te voient à l'image. Donc c'est un grand moment là qu'on vit. Ouais, à part dans quelques vidéos privées, je suis passé sur Geeking aussi avec Cédric. C'est vrai. Geeking, c'est des vidéos privées. Hein. Ouais, mais c'était plutôt soft. Mais c'est sympa, ouais. Mais voilà, c'est le seul podcast No Watch que j'ai fait en vidéo. Bon, on n'est pas là pour déconner, hein. On est là pour parler sérieux. de Le Web, c'est sérieux, c'est un salon B2B, je veux dire, attention, business. On a vu plein de choses intéressantes, certains d'entre vous, c'est de la pub, hein, ça. Attention. Hein. Mais tiens, oui, on a vu plein de choses intéressantes. Avant de se lancer dans les choses intéressantes qu'on a vues, peut-être expliquer à ceux qui ne connaissent pas le web ce que c'est. Exactement. Donc je vais le faire. Eh ben vas-y. Ok. En fait, le web, c'est une conférence qui a commencé il y a quelques années, qui est organisée par Loïc Lemeur, que la plupart d'entre vous connaîtront, j'imagine, qui s'appelait, au tout départ, c'était pas le web au tout début, c'était les blogueurs ou un truc comme ça. Les blogs, voilà. Les blogs, il y a une dizaine d'années, et c'était un tout petit truc où ils étaient 200 à Paris. Et aujourd'hui, donc, ça a énormément grandi. Là, c'est alors, c'est pas un salon grand public. Hein. Certains s'étonnaient, par exemple, du prix du billet qui est d'autour de 2000 €. 2300 pour être exact. Ça augmente chaque année. Quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un salon pour professionnels. Et l'une des choses qui est intéressante, c'est que c'est à ma connaissance le seul salon de ce type en France, parce que c'est un salon qui est plein d'invités de la Silicon Valley américain, d'invités américains de la Silicon Valley plutôt, qui vont se rencontrer et qui vont surtout rencontrer des investisseurs et surtout des entrepreneurs, des startups européennes et françaises. Et donc c'est un moment un petit peu d'effervescence où toute la blogosphère et la tweetosphère qu'on suit un petit peu tous si on s'intéresse à l'actu tech américaine va rencontrer la tweetosphère et la blogosphère française. Des gens comme au hasard MJ Sigler, Ben Parr était là, Robert Scoble, Kevin Rose, tout à fait. Léo Laporte et tweet, etc. Donc voilà, c'est vraiment une occasion de vivre un salon qui n'existe pas, à ma connaissance, en France sous cette forme. Une des preuves quand même, parce que cette année, je crois qu'il y avait un regroupement quand même d'invités un peu prestigieux, et il y a eu un nombre de lancements même ce matin, que ça soit Flipboard sur iPhone, etc. Ce qui prouve que ce salon est en train de devenir un salon important dans le monde du tech. La preuve en est, c'est que voilà, des boîtes lancent leur app pour le web, quoi. On va vous parler de certaines. Certains n'ont peut-être pas suivi le live ce matin de le web parce qu'il y avait quelques petits problèmes de Wi-Fi. Alors Corben, dis-nous, c'est toi? Non, c'est pas moi qui l'ai piraté, j'avoue, mais je pouvais le faire, mais je l'ai pas fait. Oui, les verres d'eau. On garde les verres d'eau, merci beaucoup. Ah non, on les garde pas alors. Ah, d'accord. Vous voulez dire un petit mot les caméras? D'ailleurs, excellent catering au web. Oui, c'était les petits sandwichs étaient très bons. Délicieux. Ouais, donc effectivement, ce matin, il y avait des petits soucis avec le Wi-Fi, ça arrive de temps en temps. Ouais. Et qu'est-ce qu'on disait? Oui, alors qu'est-ce qu'on a vu? On va dire qu'est-ce qu'on a vu d'intéressant. Chantal Si on Goya. dit tout ce qu'on a vu, on en a pour 3 heures. C'est vrai. Les trucs qu'on a notés. D'abord, on va parler de ce matin, parce que c'est la première app qu'on a découvert avant même d'arriver au web, c'est Uber. Alors Patrick, c'est toi qui me l'as fait découvrir, donc parle-nous un peu d'Uber. alors Uber, c'est pas H-U-B-E-R-T, c'est U-B-E-R comme, Uber en allemand. Uber, voilà, avec sans le umlaut. Ouais. C'est en fait une application qui, là encore, a été lancée avec le web aujourd'hui, qui est en fait plus qu'une application, c'est un service qui existait déjà dans certaines villes américaines comme San Francisco et New York, et qui arrive à Paris directement. Donc assez rapidement, ils ont importé le concept en France, et c'est un concept vraiment intéressant, vraiment intelligent, et qui a eu un avenir, à mon avis. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un service qui est promis à un bel avenir. On attend surtout de savoir ce que c'est exactement. Alors, ce que c'est... Merci. C'est génial, mais on attend. C'est Corben long, hein, qui utilise le fouet. Je lui ai prêté. Donc, c'est un service qui met en relation des utilisateurs finaux et des voitures de maître presque. Des voitures avec chauffeur, oui, c'est des voitures avec chauffeur, Mercedes, machin et tout. Donc ça fait une sorte de concurrence au taxi. Et la manière dont ça fonctionne,
Non, mais je donnerai mon avis après. Voilà, on va développer. Mais la manière dont ça fonctionne, c'est que vous téléchargez une app, vous créez un compte avec votre numéro de carte bleue et une fois, vous vous connectez à cette app avec votre compte et vous vous géolocalisez. Quand vous avez besoin d'aller quelque part, vous vous géolocalisez et vous dites j'appelle une voiture. Ça vous montre où sont les voitures. Certaines, évidemment, vont a priori être assez proches de là où vous êtes. Vous dites je commande une voiture. Ça va vous dire quelle voiture vient vous chercher et ça va vous dire à quelle distance elle est de vous. Une fois qu'elle est arrivée, ça vous donne un délai en minutes, vous pouvez continuer à la suivre, voir quand elle arrive sur le petit plan, c'est géolocalisé bien sûr. Une fois qu'elle arrive, vous descendez de votre appartement, vous sortez de l'appartement par exemple, de la maison, du bar, du le web. Oui, sémantiquement c'est le web. Et vous rentrez dans la voiture, vous allez là où vous vouliez aller. Et ensuite, vous êtes facturé directement sur votre carte bleue. Il n'y a pas d'échange d'argent direct dans la voiture. Ça, c'est pratique parce qu'entre les taxis qui ne prennent pas la carte bleue, jamais de monnaie. Exactement. C'est top. Et donc, l'opération se fait comme ça. C'est évidemment plus cher qu'un taxi. Avec un petit bémol parce que le taxi, lui, va vous facturer le temps qu'il lui faut pour arriver jusqu'à vous, alors que les voitures Uber ne le font pas. Elles vous facturent du moment où vous rentrez dans la voiture jusqu'au moment où vous en descendez. Donc ça coûte quand même malgré tout un peu plus cher. On parle de 75% de plus qu'un tarif de taxi. Donc c'est quand même. Les taxis déjà, faut y aller au niveau tarif. Bien sûr, bien sûr. Il était plus modeste. Ça dépend les taxis de nuit et tout. Bon, ça dépend. Et donc voilà, et c'est un système qui évidemment est un service un petit peu premium parce que votre voiture est de meilleure qualité, plus jolie, plus classe que une voiture un taxi a priori. C'est une certaine classe de voiture. Et puis surtout, au-delà de ça, c'est un service qui vous met qui vous apporte pour la valeur ajoutée, enfin pour le tarif plus élevé que vous allez payer, la valeur ajoutée qui est le confort et le luxe, on peut le dire. En gros, moi j'ai discuté un petit peu avec le chauffeur, donc il m'a amené parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous on l'a testé en démo, on pouvait pas, on peut pas se payer ça, mais le chauffeur pour le lancement, pour savoir, pour le lancement, Uber a, pour le lancement au web, donné à un certain nombre de participants au web le service gratuit pendant les 3 jours. Oui, voilà, c'est ça. J'ai discuté moi un peu avec le chauffeur parce que je voulais voir l'autre côté de la façade, machin. Alors Uber, l'appli, c'est vrai, elle est géniale et je pense qu'ils vont vraiment trouver un créneau entre le taxi et la voiture avec chauffeur. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus cher qu'un taxi pour des trajets que vous avez prévus. Par contre, ils se lancent à Paris et je pense que c'est pas un hasard. Tout le monde connaît à Paris les problèmes qu'il y a de taxis pour en trouver à certaines heures. Et moi, je pense aussi aux entreprises parce que le fait que tu puisses mettre, par exemple, tous tes employés sur une carte bleue et recevoir une facture à la fin du mois de tous les déplacements Uber avec leur géolocalisation. Donc, tu n'auras pas de petits malins qui vont aller se payer le taxi pour aller au Rex danser et te mettre ça sur réunion de travail, machin. Non, mais je plaisante, mais c'est ce qui arrive parfois avec les notes de frais. Là, ça permet d'avoir... et puis, je pense qu'à fur et à mesure, tu auras peut-être des tarifs dégressifs pour les entreprises. Je pense que c'est vraiment un service pour les pros. Et une autre utilisation à laquelle j'ai pensé, c'est quand vous voulez faire les choses un peu classe sur Paris. Aller chercher votre copine, l'amener à dîner, faire les choses un peu bien, aller chercher vos parents pour Noël. C'est une belle voiture, le mec il est bien habillé. C'est comme si on avait une voiture avec chauffeur, mais quand on connaît les prix des voitures avec chauffeur, c'est quand même beaucoup moins cher qu'une voiture avec chauffeur. Et voilà. En plus, alors d'autres utilisations, par exemple, vous arrivez dans une nouvelle ville que vous ne connaissez pas, vous utilisez cette application, bon, il faut avoir une connexion web, bien sûr, mais c'est hyper pratique et c'est hyper bien fait. C'est l'un des principes souvent pour les services premium, c'est la facilité. Et là, c'est tellement simple que je pense qu'on sort d'un bar à 2-3 heures du matin, il n'y a pas de taxi comme tu le disais, tu es un petit peu machin, tu fais ton appel sur Uber. Et il se place effectivement entre les taxis et les voitures de maître parce que, bon, tu vas pas le faire tous les jours, à moins que tu sois plein aux as, mais une fois de temps en temps, ça va te coûter un petit peu plus cher, mais ça peut valoir le coup, quoi. Juste donc, un truc, si vous voulez installer, parce que moi ce matin, je l'ai testé et Patrick m'a arrêté au dernier moment. C'est-à-dire que c'est tellement simple qu'en un clic, on se retrouve avec un bouton appeler, enfin commander, et on a envie de tester, mais il n'y a pas d'avertissement. Attention, si vous cliquez, la voiture arrive. Il n'y a pas de confirmation de ce genre de choses. C'est vraiment direct. Il y a une confirmation en fait. D'accord, je sais pas osé, mais du coup, j'étais à 2 doigts d'appeler le taxi alors que j'avais rien à faire du taxi. Enfin,
Moi, hier, en la testant, je croyais qu'on pouvait donner l'heure, tu vois. Donc, je l'ai testé hier soir à 2h du matin et le mec, j'arrive. Mais heureusement, et ça, c'est un des avantages, tu es en contact téléphonique direct avec la voiture. Donc, j'ai appelé le mec, je lui ai dit, je me suis emmêlé les pinceaux, venez pas. Il m'a dit, pas de problème. Ouais, Voilà. très pratique. Donc, une fois que tu as sélectionné ta voiture, tu as le nom du chauffeur, la localisation de la voiture qui reste, et si tu veux appeler le chauffeur, tu peux déclencher l'appel et ça se fait tout seul. Alors comment ça marche Comment ils ont... Enfin, c'est un peu plus cher que le taxi, mais c'est moins cher que les voitures de log. Comment ça se passe Alors, en fait, là, j'ai demandé, oui, aux chauffeurs. En fait, les chauffeurs font partie généralement déjà de sociétés de voitures de maître et ça leur fait un complément. Aujourd'hui, Uber ne permet pas de vivre uniquement d'Uber. C'est plus pour leur temps. Non, il m'a dit. Mais ils veulent y arriver. Ils veulent y arriver. Et le CEO qui parlait ici disait que certains de leurs chauffeurs, parce qu'il est possible aussi, si vous par exemple vous êtes chauffeur et que vous avez une voiture qui rentre dans leurs critères, visiblement il est possible de s'inscrire en indépendant aussi. Ouais. Et il y en a certains qui font ça en plus d'autres choses et que bon, ça peut quand même. Ça peut. Mais et je pense que c'est vraiment appelé à se développer. C'est vraiment pas un hasard s'ils se lancent à Paris avec les problèmes des taxis pirates et tout. Sûr. Il y a un vrai créneau à prendre. S'ils viennent comme ça sur Paris, c'est pas un hasard. Je vais reprendre celui-là, c'est bien. D'ailleurs, une bonne idée, une appli comme ça pour rien que pour les taxis pirates, ça pourrait marcher. Les taxis clandestins, voilà, c'est top. D'ailleurs, je me demande si les taxis et je sais pas si c'est une guilde ou des syndicats de taxis vont pas avoir quelque chose à dire là-dessus, parce que évidemment la raison pour laquelle on parle aux gens qui ne connaissent pas super bien Paris, la raison pour laquelle il y a tellement peu de taxis à Paris, c'est que les licences de taxis sont en nombre limité et ça coûte très très cher. Et il y a des gens qui économisent pendant 20 ans pour se payer une licence de taxi. Et bien sûr, voir ce type de service arriver qui leur fait une concurrence, même si c'est pas exactement le même créneau, je pense qu'il y en a qui vont faire la gueule. Bah, il m'a dit le chauffeur, ils font la gueule. Ouais. Et notamment devant les grands hôtels où, bon, on va pas rentrer dans le détail, mais si vous avez regardé certaines émissions d'une chaîne où il y a un 6, où il y a des envoyés un peu spéciaux, on voit qu'il y avait du graissage de pâtes, des concierges, machin. Et ça, c'est tout un business qui va disparaître avec ce type de service, quoi. Donc ils sont pas très contents. Mais d'un autre côté, quand on voit la facilité d'utilisation du service en question, on se demande pourquoi les sociétés de taxi ne font pas ça. Que ce soit les G7, les taxis bleus, machin, tout ça, c'est vraiment surprenant que ça ne soit pas aussi simple. Ils ont des applis pour appeler et tout ça. Bien sûr, mais c'est pas aussi simple que ça. Non. La zone que vous avez demandé. Oui, c'est donc, vrai. bref, voilà, ça c'était notre petit résumé sur Uber, qui est un truc, une application qui sort un peu de nulle part, parce que c'est pas le genre de truc auquel on est habitué pour ce genre de choses. On se dit plutôt oui, les trucs de réseaux sociaux. Là, c'est vraiment un truc qui a une application très pratique et qui a séduit à peu près tout le monde. Donc voilà, c'était pour Uber. Un petit mot sur Karl, ce qu'on a vu ensuite. Un petit mot de Karl. Bien sûr. Alors, une surprise, une surprise qui n'en était pas une, il était au programme. Karl Lagerfeld était le keynote speaker, donc la première conférence à le web, donc le premier jour aujourd'hui. Et quand Loïc est arrivé et qu'il a présenté donc Karl Lagerfeld, qui n'a pas vraiment besoin d'introduction, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le designer à succès de Chanel, Fendi, tout ça. Qui n'y travaille plus d'ailleurs, il lance sa propre marque maintenant. Je me suis dit, mais que vient faire ce monsieur dans la conférence Le Web, dans l'univers du tech? C'est vraiment... c'est vrai, je craignais qu'il ne tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et j'ai été très très surpris dans les 5-10 premières minutes d'être totalement séduit par ce monsieur, parce que non seulement il était très drôle, mais en plus il a, à sa manière bien sûr, il est excentrique, mais il a une véritable relation avec la chose technologique. Il nous a présenté par exemple, il a ouvert sa petite sacoche et il a montré qu'il avait 4 iPhones avec des couvertures différentes sur le dos, qu'il reconnaissait donc chacun indépendamment, et il donne certains numéros de téléphone à certaines personnes. Donc quand tel téléphone sonne, il sait s'il veut répondre ou pas, parce qu'il va savoir de quel groupe il s'agit. Il est super organisé, il classe bien. Nous on pourrait, moi pour ça j'ai des softs, c'est-à-dire je fais des groupes
Voilà, je sais quel groupe d'amis a le droit de m'appeler à certaines heures, machin. Ouais, c'est ridicule, il pourrait faire Et lui, ça avec... lui, il s'emmerde pas, il prend, il a 4 4 téléphones. iPhones, il a aussi des iPods, hein, il en a. Des iPads. Alors- Il a dit qu'il avait une vingtaine d'iPads et en fait il Un s'en pour sert chaque comme film. des carnets de croquis, donc c'est limite s'il jette pas son iPad Bah, quand il a c'est comme ces Il gens qui achètent, qui font des photos numériques et qui stockent les cartes SD sans jamais les effacer, comme des pellicules en fait. Voilà, sauf que lui il le fait avec des iPads. C'est ça. Il a des iPods sur lesquels, alors des iPods nano, plusieurs qu'il remplit. Il met la musique qu'il aime pour telle année par exemple, ou telle époque, ou telle saison, je sais pas, et il les stocke. Et donc il a Quatre plusieurs, il iPods, avait 4-5 iPods nano avec Un la avec les musique hits et- du moment, Voilà. avec autre chose. Donc ouais, bon, c'est comique, c'est un petit peu ridicule en même temps pour des gens qui savent comment ces bestioles-là marchent. C'est vraiment un gâchis, oui, une excentricité. Ouais, mais c'est en un même truc temps, de riche. ça veut dire, voilà, non mais c'est vrai complètement. Mais en même temps, ça veut dire qu'il est fond cette carte là. C'est Complètement. genre j'ai du pognon et je vous emmerde. C'est un peu mais c'est Carl, son personnage, ouais. On ferait tous pareil. Oh bah bien sûr. Moi j'ai plein de pognon. J'en ai plein et je vous emmerde. Mais non, mais ça veut dire concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il est vraiment adepte de ce genre d'outils, quoi. C'était authentique, quoi. Voilà. Il nous a C'était- fait quand et même c'était une étonnant. démo de son iPad où il a quand même bien galéré à se servir de son Un petit stylet, peu, à ouais. se servir du truc. On a vu toutes ses photos perso aussi. Il a fait C'était défiler toute sa marrant. galerie. On a vu quelques photos un peu osées, hein, je dois le dire quand même. Oh, on n'a rien vu. non, Arrête, je c'est plaisante. pas vrai. mais voilà, donc, et bien sûr, il était là aussi un petit peu pour faire sa promo, puisque il va lancer avec son partenaire, qui est la société Net-à-Porter, qui fait aussi Monsieur Porter, la marque Carl, qui est la première marque de haute couture, ou pas basse couture, mais moyenne couture prêt-à-porter, peut-être, lancée sur le net directement, qui s'appelle Carl, On uniquement ne en pourra ligne. acheter Ouais. les vêtements que sur le web. Quoi. Designé par Karl Lagerfeld. Bon, alors la majorité d'entre vous est sans doute des hommes, ça vous intéressera peut-être un peu moins, mais pour les copines ou les femmes qui nous regardent Ou les hommes qui aiment se déguiser. On a le droit de Je faire sais des qu'il y en a parmi cadeaux vous. hein, aussi. aussi, Ou les hommes qui aiment se déguiser. boutique No Watch, ou les hommes qui aiment se déguiser, l'exemple qu'il donnait, c'était par exemple une veste à 150 pounds, donc 180 €, pour un truc Karl Lagerfeld. C'est sympa et c'est entièrement en ligne. C'est une initiative intéressante à Il surveiller. n'y a que du S, hein, je pense, Ah. non En taille. On va passer à la suite. Moi, j'ai quand même retenu une chose qu'a dit Karl et qui s'adresse, je pense, à tous les entrepreneurs et qui était intéressante, c'est-à-dire lutter contre le banal. Il a cité Lady Gaga, c'est la lutte contre le banal. Et je pense que c'est un message assez fort qu'il a passé, mine de rien, parce que je pense que pour toutes les startups et tout ça, on a tendance à vouloir refaire des modèles déjà existants et rassurants. Et non, lui, c'est oublier hier et Ouais. lutter contre le banal. C'est un quoi. créateur, c'est un vrai Ouais, créateur, quoi, c'est vrai. Ouais, donc bon, moi je pensais pas ressortir de le web et avoir une opinion aussi positive de Karl Lagerfeld Oui, en que plus, finalement je il connaissais est drôle, pas il tellement. a clashé non, mais une ou c'est deux ça. fois Loïc, c'était marrant. Oui, Il a. Ouais, joli clash sur Loïc. ouais. C'était assez marrant, ouais. C'était Il y a de marrant. l'humour. Ouais, ouais. Alors la suite, qu'est-ce qu'on a vu ensuite? Alors, Flipboard, on va passer rapidement, mais Alors Flipboard, je vais laisser Jérôme parler parce que c'est un petit peu ça. c'est une de mes apps chouchou. C'est vrai que Flipboard a profité du web pour lancer son appli iPhone ce matin. Bon, si vous avez peut-être déjà vu les démos, mais on va remettre un extrait de comment fonctionne Flipboard sur iPhone. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ils l'ont développé. C'est pas juste une adaptation du Flipboard qui est déjà magnifique. Moi, c'est mon app préférée sur iPad. Là, ils ont pensé autour de l'iPhone un téléphone. Qu'est-ce qu'on a envie de voir, comment on veut consulter. Donc, c'est bien foutu, c'est innovant. C'est vrai qu'il faut réapprendre un geste. Il y a ce geste d'ouverture Oui, enfin, comme ça. on va de bas en haut au lieu d'aller de droite à gauche. C'est pas non plus. Oui, mais quand même, ça réapprendre, perturbe ça D'accord. perturbe nos Bon. habitudes. Ça perturbe les petits vieux, quoi. Ouais. Voilà, donc ça me perturbe. Jérôme est un peu perturbé. Ouais, ok, ça c'est bon. Ça c'est fait. Non, ce qui est intéressant parce que ça va nous amener au débat qu'on va avoir à la fin. Il a dit une chose parce que Loïc a essayé de le tacler en lui disant « Et vous sortez quand sur Android ?» Et là, il a fait un peu ça va venir, on sait pas, machin. Il aurait pu dire en même temps qu'Instagram, non? Bah oui, non mais honnêtement, exactement ça, c'est un peu La question. le truc. On rebondit très rapidement quelque chose que Kevin Rose avait dit sur Oink il y a 3 semaines, c'est que le problème aujourd'hui des apps Android, c'est qu'il y a 10% de super geeks qui adorent Android, qui téléchargent toutes les apps et qui sont à donf. Donc Kevin Rose par exemple a envie de développer pour eux, mais il dit il y a aussi toute une clientèle d'Android qui est
très grand public qui a acheté les téléphones parce que c'est moins cher qu'un iPhone, mais qui ne télécharge pas d'app. Donc c'est vrai que les développeurs retardent un peu le développement, parce que c'est des trucs qui coûtent cher de développer sur une autre plateforme, des grosses apps, on a l'impression qu'ils retardent. Si j'ai abordé le truc, c'est qu'on va revenir derrière sur ce qu'a dit Eric Schmidt par rapport à ça, d'une conférence qu'on a vue dans l'après-midi. Sinon, le matin, on a vu autre chose en musique que toi. Sound tracking. Sound tracking. C'est fini sur Flipboard. Oui, Flipboard, Oui. la démo, c'est top. C'est Ouais. top. En fait, Sound Tracking, c'est une app que j'aime beaucoup, dont j'avais déjà parlé dans Upload, qui est... Tiens, d'ailleurs, je vais faire un tout petit aparté pour dire à quel point il est surprenant de voir que l'ensemble de la conférence est centré sur la mobilité. C'est d'ailleurs le thème de la conférence, c'est mobilité sociale et locale. Ouais. Et c'est vrai que même quand on parle de plateforme web, on en parle à travers la mobilité et les apps. Et on parle presque plus des applications de desktop, des ordinateurs de bureau classiques, quoi. Donc c'est vraiment une tendance hyper forte qu'on voit depuis quelques années, mais là elle est encore plus visible. Donc Sound Tracking, c'est une app qui est un petit peu le Instagram du son, le Instagram de la musique, qui est simplement quand vous écoutez un morceau, vous pouvez l'identifier par cette application et partager ce morceau sur Twitter et Facebook et sur le réseau Instagram lui-même, bien sûr. Et vous allez pouvoir aujourd'hui, avec la nouvelle version du logiciel qui arrive sur Android, donc Sound Tracking sur Android, une excellente application. Gratuit. Oui, alors l'application elle-même est gratuite. Et ensuite, ils ont des partenariats. Enfin, j'imagine sur iOS que quand vous achetez le morceau, il passe par le système d'affiliation d'iTunes et donc il récupère une partie puisque vous pouvez facilement acheter le morceau. Sur Android, ils ont un partenariat avec Spotify et donc vous pourrez, contrairement à iOS où vous ne pouvez écouter que 90 secondes du morceau parce que c'est l'extrait sur iTunes, sur l'iTunes Store, sur Android vous pouvez écouter le morceau en entier puisque c'est le partenariat avec Spotify. Mais c'est-à-dire que il y aura de la pub, des choses ça, ce Spotify il faut payer à la base pour accéder au morceau. Alors, il faut payer quand on veut accéder au morceau sur la version mobile. Sur la version non mobile, on a un quota auquel on peut accéder sans... Alors, je ne sais pas s'il faut rentrer les informations de notre compte Spotify pour que ça compte. Bon, il faudra tester, mais en tout cas, pour la plupart des gens, pour un nombre très raisonnable de morceaux, ça sera a priori gratuit et je pense sans pub parce qu'il n'y en a pas sur iPhone. Donc c'est une très bonne application. Elle sort sur Android, je vous la recommande à tous. Moi, je l'utilise très régulièrement. Il n'y a pas énormément de gens qui l'utilisent par rapport à d'autres applications comme Instagram par exemple, mais elle a vraiment une grosse utilité pour les fans de musique et moi je la trouve très bonne. Donc voilà. On va peut-être passer au gros débat, on va dire, parce que c'est vrai qu'à 14h, Eric Schmidt, ex-CEO de Google... Ah, tu voulais parler juste d'autre un autre chose truc avant. Pour dire que Kevin Rose était présent aussi pour présenter Oink, dont on a parlé, donc on va pas en reparler. Mais c'était assez sympa de voir Kevin Rose et Léo Laporte et Sarah Lane. Les fans de podcasts anglophones et américains les connaîtront. C'était même presque émouvant parce qu'on sait que c'est la fin de Dignation. Il y avait... c'était... Voilà, donc il était là aussi. On lui a serré la main, à Kevin. Tout à fait. On lui a serré la main, mais on n'a pas eu de reportage. Parce qu'il partait, toujours en avion. Et donc, effectivement, c'était sympa de voir Kevin Rose ici. Et ça montre aussi à quel point le web est en fait important, se positionne en conférence importante à Paris et en Europe, parce que tous ces cadors de la technosphère technophile américaine y sont quoi. Donc voilà. Francophone. N'oublions pas parce qu'on a rencontré plein d'amis suisses, belges et tout. Donc, faisons pas du franco-français. Le gros morceau de la journée, 14h, donc après les petits fours. C'était bon, hein. Très bon. Ouais. On est donc allé voir Eric Schmidt. On va dire qu'il y avait deux parties. Il y avait déjà la présentation, ça tu vas peut-être pouvoir nous en parler, du sandwich à la glace. Qu'ils ont réussi à faire rentrer dans un téléphone, si j'ai tout bien compris. C'est ça, exactement.
ça. Non, mais moi j'ai vu ça. J'avais pas encore bien vu Ice Cream Sandwich. Et là, il y avait une vraie démo. Et ouais, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, les retours que j'en avais eu moi sur le net de gens qui ont acheté le dernier. Pour ceux qui savent pas, je pense pas qu'il y en ait, mais au cas où, Ice Cream Sandwich, donc c'est la version 4.0 du système Android. C'est le nouveau Android et il est dispo que sur un seul téléphone qui est le Samsung Galaxy Nexus. Nexus, c'est ça. C'est moi qui le sais. Ouais, mais moi je suis old school. Corbeny, ouais, il est pas dans les trucs de la mode, je flash les téléphones, tout ça. Ouais. Voilà. Et non, voilà, au niveau interface, c'est quand même une bonne petite tuerie. Il y a une partie, il y a tout ce qui est des unlocks avec reconnaissance faciale. Bon, il nous a montré ça en fait. Le chef de produit chez Google, chez Android, a commencé. Vous foutez de ma gueule là ou... Non, parce que sinon, je vous tabasse, les gars. Il essaie de me faire des bisous pendant que tu parles. Ah, d'accord, c'est bien. Je suis fatigué, je suis désolé. Pardon. Et ouais, le chef de produit a commencé juste avec la fonctionnalité kéké, c'est-à-dire que regardez, mon téléphone se déloque quand il regarde mon visage. Alors, ça c'est déjà un ça gros. a marché. Non, pas la deuxième fois. Si. Ça marche. Ouais, ça a très bien marché, mais le problème c'est que même en filmant une simple photo, ça se déloque. C'est-à-dire que voilà, je vole le téléphone de Patrick, je trouve une photo sur le net, je prends photo, enfin voilà, je scanne et le téléphone est déloqué. Mais c'est pas un truc de sécurité, c'est plus comme un peu le sweep qu'on fait pour le déloquer quoi. Donc c'est bien, vous l'allumez, il vous reconnaît direct et bon ça c'est un peu le gadget qui fait buzzer le truc quoi. Voilà, à part ça, après c'est il y a tout un système au niveau de tout ce qui est notification. Dans la barre, donc c'est la barre qu'on drague du haut de Android, du haut de l'écran, et là-dedans il y a un peu de tout quoi. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu ses flux sociaux, ses applications en cours. Et surtout les notifications sont des widgets en fait. Voilà, peuvent devenir des widgets sur lesquels on va pouvoir agir. C'est ça, c'est-à-dire que par exemple vous êtes en train d'écouter de la musique sur Google Music, vous pouvez faire pause directement à partir de là. Enfin bon, des petites choses comme ça. Après tout ce qui est contact, voilà, sur les contacts c'est pareil. Il y a 50 000 options et il y a surtout la possibilité pour chaque contact de lancer une appli, en fait, de partager un truc, de le contacter, soit par mail, soit voilà, toute une série d'applis qui se connectent là-dessus. Voilà, après le reste. C'était la présentation d'Android 4.0 qu'on avait déjà vu. Ouais. L'autre partie en fait de ce panel, c'était bien sûr Eric Schmidt lui-même. Comme vous le savez certainement, il était CEO de Google. Maintenant c'est Larry Page qui l'a remplacé il y a quelques mois. Il est toujours chez Google, bien sûr. Et c'est un personnage un petit peu particulier, Eric Schmidt. Pendant les premières 20 minutes, il interrompait un petit peu la présentation d'Android. Ses plaisanteries tombaient un petit peu à plat. Ça faisait un petit peu... Ça faisait un peu Patrick, en fait. Voilà. Vous imaginez le même un peu plus vieux avec des lunettes. Non, mais c'est vrai qu'au début ça tombait un petit peu à plat, c'était un peu froid. T'as rigolé à chaque fois pourtant. Écoute, après, le truc c'est que c'est quelqu'un qui est, alors évidemment d'une importance phénoménale dans le monde de la technologie. Qui a une expérience et une connaissance de tous ces domaines qui sont tout à fait vénérables. Et il parle très calmement, c'est quelqu'un qui est d'une sérénité assez communicative, je dirais. Et au fur et à mesure, au bout de 20-30 minutes, j'ai fini par rentrer dans son rythme presque. Voilà, c'est ça, ouais. Et il disait des choses vraiment profondes et intéressantes. C'est presque un truc un petit peu hypnotisant, quoi. J'imagine que tous ces gens qui sont aussi haut placés dans ces sociétés ont une personnalité, un charisme particulier. Et c'est vrai que là, on l'a ressenti, le fait de le voir comme ça, de suivre cette conférence en entier. Il a aussi pas mal d'humour. Il est rentré dans l'art une ou deux fois. Loïc Lemer lui a posé quand même des questions un peu taquines sur l'iPhone. Voilà. Domine le marché. C'est ça qui domine le marché et bon, il a quand même répondu des trucs genre on est sur tous les téléphones, on est gratuit, on est machin. C'était très logique et très bien très dit. Factuel, en plus, il a dit avec humour quoi. Donc Loïc Lemer lui dit bon alors c'est vrai que Apple domine le marché avec l'iPhone et là Eric Schmidt l'interrompt, il lui dit non mais une seconde. Alors il domine où? Nombre de machines vendues, prix, nombre de bases installées ou et là Loïc Lemer évidemment était en fait bon donc voilà. C'était marrant Loïc qui posait une question un petit peu trollesque et il s'est fait bien répondre, c'était dans du bon esprit mais on a pu remarquer, parce que tu disais il a un air très serein, il est calme, mais par contre il y a 2 ou 3 moments
où quand il est impératif, il est impératif. Ah oui. On sent que et là, il n'était pas fâché, hein. Ah mais non, par non, contre, mais- il a dit les trucs. Non. Quand Loïc l'a dit, l'iPhone domine le marché. Non. Et après, il explique quoi. Mais il était ferme, Ouais, oui. quoi. Avec un petit balai et des fermes. Alors, l'autre partie de cette conférence qui a été intéressante, qui toi t'as beaucoup parlé, je vais te laisser. C'était quand il a commencé à parler politique et puis. Ouais, moi, j'ai retenu deux interventions, deux interventions avant qu'on passe peut-être au débat Android, le développement Android, parce que ça, il est beaucoup revenu dessus. Mais d'abord, il a dit quelque chose que j'ai trouvé assez fort sur nous, Européens, et qu'il fallait que la Silicon Valley ait une concurrence, et que ça lui paraissait très important pour les années à venir, et que l'Europe avait vraiment sa carte à jouer, et que là, il a été taquin aussi avec Loïc, et j'ai beaucoup aimé, parce que quand on parlait de Londres et tout ça, il a dit, non mais vous aussi, vous avez besoin de concurrence. Le web a besoin de concurrence. Et donc, bon, c'est quelqu'un de profondément libéral qui croit au profond bénéfice de la concurrence loyale. Il a égratigné l'iOS, mais en même temps, il a dit c'est une super plateforme. Il y a été, hein, quand ils ont développé iOS, il était au board d'Apple. Oui. Et ce qu'il a dit sur les Européens, il a dit, mais le prochain Facebook peut tout à fait être européen. Rien ne vous empêche, si ce n'est vous-même. Enfin, c'est pas exactement ces mots, on va repasser l'extrait, mais c'était bien d'entendre un mec important comme ça de la Silicon Valley, c'est encourageant. Europe is not going to become a low-wage manufacturing country, set of countries. It's not going to happen, right? That investment in education, adoption of the internet, becoming global players, promoting your ideas, your science, your technology, and so forth, is the way to create differential value in a globalized market. So you don't have a choice. Really Back to the Silicon Valley of Europe, I agree. Yeah. However, well, I think that you're trying, with your conference here, you're actually trying to sort of do that, right? You're trying to serve as a place, which is why I'm here. I think it's important to say that it's not just because of the weather that Silicon Valley is where it is. Perfectly possible that a combination of early stage investing, there's not enough of it here, and learning, the kind of learning that goes on by having a community of entrepreneurs who shares idea, you can pull it off. That's exactly what we're trying to do, and we have 60 countries here, and coming here helps that, so thank you for that. Yeah. But we've been talking about it for ages. You know, it's all like we... Well, there's no time like now to do it. Right, but then you have competition between Berlin and London and Paris, Madrid. Competition is good. Get your act together. Agree? If you're a French entrepreneur and you love Paris, do it in Paris. If you don't do it in Paris, you're going to have to go work in one of those other countries you don't like the ones next door. Sorry. Yep, I fully agree. You told that to the president? Yes, and he knows, right? And furthermore, you might even need to move to the United States, where we will guarantee not to give you a visa because we're idiots. This is a separate discussion. Do you see? No, and the reason I'm trying to be so obnoxious here, but there is a huge race now to own identity, social services, electronic commerce on these mobile platforms. I've traveled the world. There are people, very, very smart people, and I can tell you they are in a lot of different countries, and they're all trying very hard. There is an opportunity to build the next Facebook, the next Google, and so forth, right in front of you. Why do I know it? One, it's obvious, and two, it's always been true. You just have to find it. Il va même plus loin puisque une autre chose qui s'est passée autour du web, hein, pas exactement, en fait c'était hier, il met sa bouche là où est ses paroles. En fait, c'est une expression anglaise. J'ai eu peur. Il met sa bouche où? He puts his mouth where his money is. Non, he puts his money where his mouth is. Donc son argent là où est sa bouche. Compris. Voilà. Bref, en gros, il fait pas que parler et ils font des choses. Et l'une des choses très importantes qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert hier, ils ont inauguré les nouveaux bureaux de développement de Google à Paris, vers le quartier de l'Opéra. Un truc, c'est 10 000 square meters, si je ne m'abuse, peut-être square feet. Je suis un petit peu ambitieux. Bref, bon, des grands bureaux qui ne sont pas uniquement des bureaux commerciaux, mais des bureaux de développement. Donc, il disait, par exemple, maintenant on a des développeurs
en Europe à Paris. Ça, et on va génial. avoir Ça manquait en besoin, France. mais Jusqu'à complètement. maintenant, c'était que des commerciaux, des gens Voilà. comme ça, des représentants, quoi. Et donc ils vont avoir besoin de peupler ces bureaux et ils vont devoir embaucher, peut-être acheter des startups, peut-être embaucher des gens. Enfin, ils y croient vraiment, quoi. Et ils pensent que Paris est un centre nerveux européen dans lequel ils peuvent s'étendre et se développer. Donc, Postuler c'est les très, mecs, hein, postuler. Ah Je ouais, vais peut-être non, mais enfin pouvoir les convaincre. Enfin, j'ai Google Belgique qui poste sur Bigjob, je vais peut-être enfin pouvoir les travailler un peu au corps pour la France maintenant. Mais Donc voilà, donc c'est une très bonne nouvelle, je pense. Et ça fait comme toute la conférence, ça a un air de dynamisme et d'enthousiasme qui fait vraiment plaisir à voir, quoi, et plaisir à vivre. C'est encourageant l'ambiance de le web. Quand on essaye de faire son trou dans ses business, startup c'est pas facile, machin, et ça encourage. Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne vibe, on va dire. Rapidement, parce que là, et petit teaser, on va aller chez Microsoft qui va nous présenter des choses pas mal du tout. Et on est un petit peu à la bourre, donc on va avoir un petit débat rapide peut-être quand même sur la dernière partie où là il est revenu spécifiquement sur le développement des apps Android. Et justement, on l'abordait en première partie d'émission. Il y en a certains qui freinent un peu à développer sur Android. Lui, il disait, 1, vous avez tort, et 2, on va mettre tout à disposition, et 3, les développeurs, finalement, qu'est-ce qui les intéresse? C'est les chiffres. Et dans 6 mois, vous verrez les chiffres. Et là, il était assez boum, 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 quoi. Genre sûr de très lui, sûr quoi. de lui. Sûr de Très lui, sûr ouais. de lui et d'Android. Donc, voilà, pour des développeurs, toi qui connais c'est ce milieu rassurant et aussi. tout ça, est-ce que c'est rassurant? ah ouais, c'est carrément rassurant. Ouais. C'est vrai que quand on veut développer pour mobile, on sait jamais vers quel OS s'orienter parce qu'on peut pas apprendre forcément tous les langages, on n'a pas forcément le temps. Donc voilà. Mais ouais, c'est carrément rassurant. Puis savoir que Android, c'est quand même un truc qui est sur tous les téléphones, sur beaucoup de téléphones, donc qui a effectivement plus de portée. Voilà, il y a des versions qui se concurrencent. Il y a toute la partie aussi tablette, ce genre de choses. Donc il n'y a pas à réinventer la roue, un peu comme avec iOS, mais non, c'est super rassurant, c'est bien qu'il ait dit. Quoi. Il y a beaucoup de choses dont il a parlé, spécifiquement les problèmes d'Android. Alors, l'un des gros soucis, c'est la fragmentation. Bien sûr, la fragmentation des appareils, mais il n'y a pas que ça. Il y a le problème qu'il y a différents fournisseurs d'accès, sociétés de téléphone. J'ai la preuve que iOS peut se fragmenter aussi. Voilà, j'ai une fragmentation d'iOS. Mais Bien par éclaté. exemple, il y a plein d'App Store différents sur Android. Donc il faut que les développeurs soumettent leur application à plein d'App Store différents. Enfin bref, il y a plein de petits soucis spécifiques à Android. Et ce qu'il a dit et qui est très rassurant, c'est que avec la mise en place de Android 4.0 et les partenariats et les négociations qu'ils font avec tous leurs partenaires, ils travaillent à corriger ces situations. Donc il disait dans 6 mois vous verrez les chiffres, et il disait aussi dans 6 mois la situation sera beaucoup plus simple, et on sent qu'ils veulent, alors ils n'arriveront certainement pas à une unité aussi grande que sur iOS où Apple contrôle absolument tout, mais par contre ils sont conscients que ce sont des problèmes et ils sont en train de travailler à les corriger. Donc on peut dire que dans 6 mois, en étant optimiste, ou un petit peu plus tard, les choses vont s'améliorer de manière très sensible, et que les Android deviendra encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui une plateforme attractive pour les développeurs, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Android et à cet écosystème en général. Je vais faire une parenthèse parce que je me suis un peu baladé, et comme vous êtes pressé, je vais faire vite. Là, il y a le gouvernement qui vient de lancer un truc il n'y a pas longtemps qui s'appelle data.gouv.fr. Donc j'ai discuté un peu avec eux, je les ai trollés. T'as discuté avec le gouvernement? J'ai discuté avec le gouvernement. Donc il y a 2 jours, je les ai trollés parce qu'il y a une belle faille XSS, donc on s'est un peu amusé sur internet, j'ai vu sur ça, le portail. Donc j'ai été les voir, ils m'ont dit que ça les avait fait marrer, ils ont corrigé vite. Et en fait, c'est là que c'est intéressant parce que toutes ces histoires de Juste, social. ouais. Data.gouv.fr, c'est une initiative très intéressante qui est la libéralisation des données du gouvernement. Donc toute une énorme quantité de sets de données du gouvernement, de données publiques, sont accessibles sur ce site. CSV, des données brutes en fait qui sont accessibles. Voilà. Il y a les écoles, les gares Les budgets, en France, les budgets, la criminalité, ce genre de trucs. Et comme on parlait du Solomo, là, du Social Local Mobile, il y a effectivement des données brutes qui pourraient très bien être utilisées par les développeurs, ça je vais en venir, pour faire des applis en fait tout simplement. Et si vous développez des applis, allez jeter un œil là-dedans, parce qu'il y a vraiment des données très précieuses, très intéressantes, qui pourraient être, que vous pourrez utiliser sous forme de mashup avec vos systèmes de Google Maps, vos applis quoi vraiment, et fournir des données en plus à vos utilisateurs, et c'est vraiment intéressant quoi. Donc ils sont très sympas, voilà.
D'accord. Ça vaut le coup d'aller voir. Dernière chose, juste pour dire, je ne sais pas si le lien sera disponible spécifiquement, mais la dernière chose qu'on a fait avant, maintenant on va aller voir donc Microsoft, c'était une petite interview sur le Web TV, qui est le studio de TV de le web, qui était animé par Léo Laporte et Sarah Lane dont on parlait. Cédric Ingrand, notre camarade, y est passé aussi, et donc j'ai eu la chance d'être interviewé aussi par Léo et Sarah. Donc c'est sur tweet.tv, ils vont le ressortir en version streamable à la demande. Donc voilà, c'était l'une des dernières choses qu'on a fait. C'était très sympathique aussi, et c'est encore une fois très intéressant de voir que tous ces gens-là viennent ici et s'intéressent à ce qu'on fait. Donc c'était bien. Ouais, c'était. Alors, toi, tu connais bien Léo Laporte, mais c'est vrai que bon, ben voilà, de voir Kevin Rose, Léo Laporte, Sarah Lane, d'être dans le studio, c'est pour nous podcasteurs un grand moment, quoi. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et c'est vrai que de les voir en France, et puis ils sont pas ouais, c'est un petit salon français, mais on est venu machin. Ils sont pas méprisants. Ils sont pas méprisants du tout. Très, ils voient le dynamisme. Je veux pas faire du over, mais c'est vrai que le web, je m'attendais pas à autant d'énergie. Il y a une vraie énergie, et en ce moment en Europe, comme ça manque un peu, on est plutôt dans une phase de pessimisme, ça fait un peu du bien, quoi. Donc non, mais ça c'est cool. C'est un peu aussi la mentalité du web, quoi. Chacun dans tous les pays du monde fait des trucs de fou, quoi. Et voilà, on ressent ça ici, quoi. C'est vrai que c'est pas parce qu'on est dans le web, quoi. Ça serait un autre salon sur un autre secteur. Tu veux dire que ce soir, quand je vais rentrer chez moi, je vais redéprimer? Voilà, c'est ça. Bon, bah, je crois qu'on peut en faire notre conclusion. Donc on sera. Et puis on revient demain. Enfin, on va tourner les 3 jours. Peut-être toi, tu seras peut-être pas là le 3e jour, mais toi, t'es là le 3e. À moitié. À moitié. Bon, bah, on essaiera de faire un petit on fera récap. des trucs. Il y aura au moins une autre version, enfin un autre recap, soit demain, soit après-demain, et peut-être 2. En tout cas, ça va sortir. Là, on est en train de parler de demain, mais on sait pas bien quand tout ça va sortir. Ça va dépendre du montage derrière, parce qu'on peut pas monter et être là en même temps. On vit dans le futur. On va voir. On y bosse. Donc bref, super salon, super sympa. Ça fait plaisir de se retrouver aussi. On a vu Eric Presse-Citron, JC Frog, enfin plein de gens. C'était vraiment cool. Donc super bonne première journée à le web, très positive. Et puis on a hâte de voir ce qui va se passer demain pour la 2e journée. Vivement demain. Ciao à tous. Salut tout le monde.